Bonjour, alors je reçois en ce moment de nombreux courriers d'abonnés ou de lecteurs de mes vidéos et lettres que je propose sur Esprit Argent sur le sujet des institutions bancaires et des craintes de faillite de celles-ci et du coup de perdre éventuellement tout l'argent qu'on détient sur des comptes bancaires. Donc j'ai déjà traité ce sujet dans des vidéos il y a quelques trimestres, et dans cette vidéo je vais simplement vous proposer une actualisation avec les derniers développements du marché baissier et de la crise économique que nous connaissons en ce moment. Alors, les fondamentaux n'ont pas vraiment changé. En fait, on est toujours avec des institutions bancaires européennes qui ont des leverage ratios beaucoup trop élevés, donc qui sont en théorie sensibles et fragiles dans des situations de crise. Je vous rappelle ce que c'est que le leverage ratio, qui est pour moi un indicateur clé de solidité d'une institution financière. Il s'agit tout simplement du rapport entre le total du bilan d'une banque et de ses capitaux propres. Si une banque, par exemple, a un leverage ratio de 10, ça veut dire qu'elle a un total du bilan qui représente 10 fois ses capitaux propres. Bon, c'est un niveau qu'on peut considérer comme correct. Si on est au-dessus de 10, plus on est au-dessus de 10, plus la fragilité de l'institution bancaire est grande. Donc ici, j'ai préparé un tableau à partir du screener que j'utilise, et donc j'ai exporté simplement les données. Vous avez ici un ratio qui s'appelle Equity Multiplier, ce qui est le leverage ratio de différentes grandes institutions bancaires mondiales. Et donc j'ai surligné en bleu les banques européennes dans ce classement. Donc vous voyez que clairement, plus on descend en bas du classement, c'est-à-dire plus on a des leverage ratios bas et sûrs, moins on a d'institutions bancaires européennes, et qu'au contraire, le haut du classement, celui des leverage ratios les plus fragiles, est clairement trusté par les banques européennes. Donc, sur ce critère, les banques européennes sont parmi les plus fragiles du monde en ce moment. On retrouve toutes les grandes institutions, Société Générale, BNP, Crédit Agricole, on a la Deutsche Bank, on a ING, etc. Donc, vous retrouvez toute une série de grandes banques européennes là-dedans. On retrouve quelques banques suisses, on a qui sont en milieu de classement. Le Crédit Suisse, dont on entend beaucoup parler en ce moment, il y a un leverage ratio aux alentours de 16. Et il y a une autre banque suisse un petit peu plus haut dans le classement. Euh, Regardez, qui est UBS Group, qui a un leverage ratio ici de 18,4, qui est quand même assez élevé. Donc voilà pour ces banques européennes. Et par contre, vous voyez que les banques asiatiques, donc ici vous avez par exemple UOB avec un leverage ratio à 12,4 ou l'OCBC à 10,8. Donc ils sont beaucoup plus raisonnables. Et on trouve aussi pas mal de grosses banques américaines qui ont visiblement tiré les leçons de la crise financière de 2008 et qui maintenant ont des leverage ratios beaucoup plus raisonnables. Donc voilà pour ce qu'on peut dire. Donc en théorie, oui, on a des institutions bancaires européennes qui sont fragiles, qui ne sont pas capables de résister à un contexte de très grande crise. La question maintenant est de savoir qu'est-ce que les États vont faire dans une situation de très grande crise. Je continue de penser que les États préféreront toujours renflouer le système plutôt que de le laisser aller à la faillite. Parce que dans un cas, on reporte le risque sur la monnaie, c'est simplement on fait de la création monétaire pour renflouer les banques fragilisées, éventuellement les nationaliser en assurant à ce moment-là, en garantissant leurs actifs. Ça crée de l'inflation, mais l'inflation, c'est un phénomène qui va être moins impopulaire que de spolier tous les comptes bancaires, de dire aux, tous les épargnants, maintenant vous n'avez plus rien sur votre compte bancaire parce que votre banque a fait faillite. Dans un cas, le gouvernement peut dire ça n'est pas de ma faute, c'est de la faute à l'inflation générale, c'est de la faute à la Russie, à l'Ukraine, au pétrole, à je ne sais quoi, et il peut se défausser de ses responsabilités. Dans l'autre cas, s'il laisse aller à la faillite, il ne pourra pas se défausser de ses responsabilités. Il y aura une opposition qui va dire, voilà, le gouvernement laisse le système financier se dégrader complètement, laisse la crise économique progresser, ne fait rien, et il sera désigné directement comme responsable. Et pour un homme politique, évidemment, c'est a priori une situation
qui a évité. Donc je pense toujours que le gouvernement préférera choisir le renflouement du système à n'importe quel prix plutôt que de laisser faire faillite des institutions bancaires systémiques type Société Générale, BNP, Deutsche Bank, Crédit Agricole, etc. Ça, c'est pour la théorie, ça n'est évidemment pas garanti et c'est toujours bon d'avoir une petite part de son épargne en or physique. J'en ai pour ma part en dehors de la zone euro qui permet d'avoir une assurance contre des événements extrêmes. Maintenant, il y a aussi la question du timing qui se pose. En général, les faillites d'institutions systémiques ne se produisent quasiment jamais en première partie, en début de crise. Il faut d'abord qu'on ait une phase de baisse d'actifs marquée, une phase de dégradation forte des conditions économiques qui vont mettre en difficulté les entreprises, les ménages, leur capacité de remboursement. Et ensuite, dans un second temps, ces difficultés se transmettent aux institutions financières et bancaires, et c'est là qu'on observe les problèmes. Pour l'instant, pour moi, on est clairement en toute première partie de crise. On n'a pas encore des conditions économiques extrêmement dégradées. On n'a pas de conditions de forte récession, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. On prévoit même une croissance au troisième trimestre 2022 de 2,7%. Enfin, c'est les derniers chiffres de GDP Now pour les États-Unis, qui rappellent un petit peu ce qu'on avait au second trimestre 2008, où on avait aussi eu une croissance comme ça temporaire d'un peu plus de 2% en rythme annualisé avant le cœur de crise. Donc, pour l'instant, on est encore dans une situation économique, on va dire, relativement calme, et on le voit sur les indicateurs financiers. Je vais vous montrer quelques indicateurs ici d'inquiétude, de tension du système bancaire. Alors, le premier, c'est le TED spread. Vous voyez ici que le TED spread reste à un niveau tout à fait bas. On n'est pas du tout au niveau où on était avec des TED spread à 1,5 ou 2% très élevés qu'on a observé pour la crise financière de 2008. Si on observe les spreads de taux entre obligations à haut risque et obligations d'État américaines ou obligations classées AAA, là aussi, bon, le spread de taux commence à monter. On est à des spreads de l'ordre de 5%, mais on est très loin des valeurs du paroxysme de la crise financière de 2008. Et on est loin aussi des valeurs atteintes, par exemple, pendant la crise du Covid, où on avait dépassé les 10%. Donc on n'est pas encore dans des signaux vraiment alarmants. Sur la zone euro, maintenant, les spreads entre Europe du Sud et Allemagne, qui sont un indicateur important de tension du système monétaire et financier en Europe, progressent. C'est vrai que le spread de taux Italie-Allemagne, vous voyez qu'on est déjà de pratiquement 250 points de base. Malgré tout, on reste en dessous des pics atteints en 2019 pendant la période Salvini. Surtout si on regarde sur le plus long terme, vous voyez que pour la crise de la zone euro en 2012, on était sur des spreads de taux au-dessus de 400 points de base qui avaient été atteints à l'époque. Donc on n'est pas encore dans des niveaux extrêmement alarmants. Ça commence à se dégrader, c'est sûr, mais c'est pas non plus encore on va dire une situation de paroxysme de crise. Donc je ne m'attends pas à avoir de grandes faillites systémiques type Société Générale, BNP, dans les 3 mois, 4 mois qui viennent, vu les indicateurs qu'on a en ce moment. Comme je vous le dis, il faut temps aux conditions économiques, au marché de se dégrader, de baisser sensiblement avant d'avoir les gros problèmes. Alors vous allez toujours trouver des personnes qui vont vous dire qu'il y aura un crash ou un grand reset monumental en vous donnant une date précise. Ça, il y en a tous les 3 mois, tous les 4 mois, ou même plus. On en a eu en début d'année qui annonçait un grand crash en juillet ou en août. Régulièrement, on a ce genre de publication avec à la clé le rapport à 2000 euros ou 3000 euros qui va vous sauver miraculeusement de ce crash et que vous devez impérativement acheter. Moi, c'est évidemment pas ma façon de communiquer avec vous. Je préfère être honnête, je préfère être clair. Les risques dont il faut vous protéger carrément maintenant, qui sont pour moi les risques les plus alarmants, c'est des risques qui portent sur les marchés financiers, sur le marché baissier lui-même. Ça n'est pas anodin
donc d'anticiper un risque de baisse du SP500 supérieur à 50%. Ça, c'est vraiment un risque réel. C'est pas pour ça qu'il y aura un crash du jour au lendemain, mais un marché baissier sur plusieurs trimestres qui divise par deux la valeur de votre patrimoine boursier, ça, c'est quelque chose dont il faut vous protéger et j'explique comment le faire, évidemment, dans mes lettres. C'est une première chose. Il y a d'autres risques qui existent, évidemment. Il y a le risque inflationniste qui va éroder la valeur de vos actifs progressivement et aggraver la situation. Mais le risque de faillite bancaire, pour moi, n'est pas un risque immédiat dans le contexte actuel. Le problème est que si vous voulez vous protéger trop tôt d'un risque de faillite systémique, vous allez adopter à ce moment-là des solutions entre guillemets inflationnistes pures, c'est-à-dire vous allez investir 100% de votre cash en actions diverses, en actions pétrolières, en actions gazières, en titres en mine d'or par exemple, en titres matières premières, etc. Et ces actifs, en contexte de déflation d'actifs forte, en contexte de cœur de marché baissier, ils subissent une baisse. Donc si vous entrez trop tôt sur ce secteur massivement, vous allez subir des pertes significatives. Donc la question du timing est vraiment capitale dans ce genre de situation. Je pense que pour le moment, il faut attendre encore un peu, il faut continuer à avoir une part de cash significative, à peu près 50% de votre patrimoine, que vous pouvez utiliser, placer en trésorerie, en SICAV monétaire, dollar US ou en d'autres solutions que je propose dans mes lettres, que vous pouvez utiliser aussi en partie pour gérer des positions baissières et gagner à la baisse sur les marchés baissiers. Et après, on peut déjà effectivement avoir d'autres 50% qui sont placés en valeur de rendement, en valeur à fort dividende, qui vont vous garantir à ce moment-là un rendement régulier et en même temps un parachute face au risque de baisse des marchés, ou en valeur pétrolière, gazière ou valeur de pays émergents, particulièrement des côtés. Il faut avoir un mix des deux, mais pas être à 100% investi en ce moment en action parce qu'on est quand même en cœur de marché baissier. Donc ne cherchez pas à vous protéger trop tôt, prématurément, contre des risques de faillite. Pas en totalité, pas à hauteur de 100% de vos actifs.